Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à un géant africain, l'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé du continent. Après le Nigeria, plus de 102 millions d'habitants, capitale diplomatique de l'Afrique, plus fort taux de croissance du continent. 10% de taux de croissance ces 10 dernières années, mais déchiré par une crise sociopolitique qui n'en finit pas. Alors que se passe-t-il en Éthiopie? Les différents groupes ethniques ont-ils réellement des difficultés à cohabiter ou sont-ils plutôt instrumentalisés par les pouvoirs politiques? Comment concilier dynamisme économique et démocratie? Trois invités avec moi pour en parler. Alès Mesmer, vous êtes membre de la société civile éthiopienne. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Si Salvanet, vous êtes géopolitologue, plutôt consultant en géopolitique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'Éthiopie, ce géant. Merci de m'avoir invité. Brice Nzamba, analyste politique, avocat au barreau de Paris. Nous parlerons effectivement de rivalité ethnique au cours de cette émission. Et vous avez déjà planché sur le fait, puisque vous êtes auteur d'un essai sur la question, le fait ethnique justement. Et le titre de votre essai, c'est de l'ethnie à l'État, nation, pouvoir traditionnel et pouvoir politique au Congo-Brazzaville. On verra si vos théories sont aussi compatibles à la réalité éthiopienne. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Richard. C'est donc à la surprise générale que Haïlé Mariam Desalegn, le Premier ministre éthiopien, a annoncé sa démission ce 15 février. Une démission qu'il juge inévitable pour permettre à son pays de mener les réformes qui établiront une paix durable et la démocratie, a-t-il souligné. Aïssatou Beslan Diamanka revient dans ce sujet de la rédaction sur les dessous d'une démission qui déjà plonge l'Éthiopie dans une incertitude supplémentaire. Démission acceptée. Haïlé Mariam Desalegn, Premier ministre depuis le 21 septembre 2012, suite à la mort de son prédécesseur Meles Zenawi, qui avait laissé un vide politique, a démissionné le jeudi 15 février 2018. La grogne de la population l'a poussé à la porte de sortie. Le régime éthiopien est bousculé par un long mouvement de contestation antigouvernementale que nie la répression ni les réformes proposées par le précédent gouvernement n'avaient réussi à faire taire jusqu'à provoquer aujourd'hui le départ du chef du gouvernement. Retour sur une démission surprise, une démission qui a même provoqué dans la foulée l'instauration de l'état d'urgence dans le pays pour une durée de 6 mois avec effet immédiat dès le lendemain de la dite démission avec une interdiction formelle de manifester. Mais pourquoi le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn a-t-il démissionné de son poste? Quelles peuvent être les conséquences d'une telle démission? La fonction du Premier ministre est un poste stratégique dans le régime éthiopien. Ce départ a surpris plus d'un, même si sa décision s'inscrit dans la volonté du gouvernement de changer son mode de fonctionnement. Dans le cadre des efforts de réforme en vue d'atteindre une paix et une démocratie durable, ma démission est indispensable. Je souhaite moi-même faire partie de cette solution de réforme. J'ai soumis ma démission. Pourtant, Haïlé Mariam Desalegn voulait faire de l'Éthiopie un pays à revenus intermédiaires d'ici 2025. Dans sa politique intérieure, il faisait face à 2 défis majeurs, la consolidation de la démocratie et la préservation des droits de l'homme, 2 domaines vivement critiqués dans le bilan de son prédécesseur, Meles Zenawi. Ce système mérite d'être modernisé. Il mérite surtout d'être adapté à la situation économique nouvelle, à l'émergence d'une classe moyenne. Aujourd'hui, la jeune génération ne peut plus accepter ce système. Ils veulent un système moderne, moins contraignant, etc. Alors, à eux de susciter ce genre de réforme, mais certainement pas par la violence, parce que ce serait faire le jeu de ceux qui veulent détruire l'Éthiopie. De nombreuses réformes ont été initiées pour la modernisation du système, aussi bien politique, social qu'économique. Haïlé Mariam Desalegn n'aurait pas résisté à la pression d'une coalition gouvernementale qui a remporté tous les sièges, centralisant tous les pouvoirs
et qui est traversée par de fortes dissensions. Le régime a gagné la totalité des sièges. Mais c'est impossible en démocratie. Voilà, on pourrait même faire du blasphème en disant que même si Dieu était candidat quelque part, il n'aurait pas 100%. Pour des raisons évidentes, il y a des athées. Donc ce système doit changer. Maintenant, comment il doit changer? La minorité qui tient le système, qui sont les Tigréens, ils ont créé, avec Menes Djelawi, ce qu'ils appellent le METEC, Metal and Engineering Corporation. C'est un complexe industriel qui permet de fabriquer des armes, des AK-47, qui permet de fabriquer des ameublements, des panneaux solaires. Et ça permet à cette caste de s'enrichir, mais pour remettre ça en cause, il faut remettre en cause le pouvoir lui-même. Le gouvernement éthiopien traverse depuis plusieurs années une crise de légitimité menée par deux grandes ethnies, les Oromo et les Amara. Entre 2015 et 2016, d'importantes manifestations antigouvernementales soldées par une répression faisant au moins 940 morts a perturbé la sécurité intérieure. Le Conseil de l'EPRDF et le Parlement doivent désormais approuver la démission. Brice Nzamba, très rapidement, un Premier ministre qui dit démissionner pour que s'installe la démocratie. Les propos sont politiquement lourds de sens, ces propos tenus ce 15 février par le Premier ministre démissionnaire Dessalagne. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que c'était un Premier ministre qui a le sens de l'apaisement, parce qu'il y a des tensions, il y a une crise, donc il estime, dans le cadre d'une stratégie, j'espère, qui a été discutée certainement en amont, qu'en démissionnant, c'est déjà une première manière de participer à ce que la tension baisse, parce que le fait de démissionner montre que du côté de l'exécutif, on prend en compte les manifestations, on prend en compte les revendications, et donc en démissionnant, comme il a dit lui-même, il espère faire partie de ce qui va être certainement des solutions pour pouvoir ramener l'ordre en Éthiopie. Et donc en démissionnant, il participe à l'apaisement de la situation, il laisse le temps, en tout cas à l'exécutif, au parti au pouvoir, donc la coalition au pouvoir, oui, pour précisément trouver des solutions, des propositions à faire, de nature à apaiser les manifestants. Bon, après, il faut dire que la circonstance qu'il y a quand même un état d'urgence juste après cette élection, quelque part, ça va un peu à l'encontre de l'effet qu'on aurait pu attendre de cette démission. Parce que cet état d'urgence interdit les manifestations, en l'occurrence. Parfaitement. Monsieur Mesfin, alors vous qui êtes éthiopien et qui vous battez au sein de la société civile pour plus de démocratie dans votre pays, d'abord très rapidement, comment vous interprétez, ou du moins vous avez accueilli la démission de votre Premier ministre? En premier lieu, donc, quelques jours après celui de démission de Zuma, sud-africain, quand il y a eu celui de Dessalagne, je me suis dit, mais en Afrique, il y a des choses qui commencent à changer, au moins. On n'a pas besoin de bas de sang, de morts, de massacres, etc. Mais démissionner, ça veut dire quoi? J'ai regardé un petit peu en capacité de remplir sa mission. Mais lui-même, déjà, quand il était au pouvoir, qu'est-ce qu'il faisait? Mais c'est ça le fond de problème. C'est vrai qu'il est arrivé au pouvoir depuis 2012. Depuis 2012, mais depuis 27 ans. Je dis bien depuis 27 ans. Il est Premier ministre depuis 2012. Même à l'époque d'Ambelès ou jusqu'à... C'est une continuité d'une idéologie, d'un plan qui a été établi par les TPLF, donc ce qu'on appelle communément le Weyane, qui est exécuté tout le temps. C'est-à-dire, dans les pays, en Éthiopie, qu'on change le Premier ministre demain ou dans la semaine qui vient, ça ne changera strictement rien. Pourquoi dites-vous ça? Expliquez-nous pourquoi vous pensez que... Je m'explique. Oui, très rapidement. Je m'explique. L'Éthiopie, déjà, il est fondé, il est basé sur un fédéralisme qui s'appelle langue et ethnique. C'est cela. Ce qui est très dangereux pour un pays dans le présent comme dans l'avenir. Le problème, c'est que l'Éthiopie, elle contient environ 85 ethnies différentes. Chaque ethnie, par exemple, il est marié avec une telle personne, avec un brassage dans l'ensemble de la communauté. Avant, on cohabitait sans s'identifier. Je suis Oromo, je suis Amara, je suis Tigré. Non, ça ne rentrait pas dans la ligne de compte. Je suis éthiopien avant tout. Depuis le régime s'est installé, ils ont fait une politique, ils appellent ça décentralisation. Ils ont divisé des pays, cartographiquement je parle, par origine ethnique. Du coup, par exemple, dans les zones là où ils habitent, les Amara, comme si les Oromo, ils n'ont pas le droit d'accès. Deuxième groupe ethnique du pays. Exact. Et le pire encore, c'est que dans certaines régions, on a interdit même que les gens parlent la langue de l'autre ethnie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication entre les gens. Entre deux Éthiopiens, par exemple, un Oromo qui ne comprend plus l'Amara, qu'est-ce qu'il dit, le Tigré, qu'est-ce qu'il dit.
Et comment voulez-vous construire une société, un État solide et une paix durable? Qu'est-ce qu'il dit? Une paix durable. Il était où jusqu'à présent? Et juste au moment de l'explosion, au moment quand il y a eu le danger qui commence à son apparition depuis quelques années, depuis 3-4 ans à peu près, depuis 2014, de manifestations, de protestations. Depuis 2015, elles sont devenues violentes. Depuis 2015. Mais le problème, c'est que... Il le savait, il le sentait, ça. Oui. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai la main propre, c'est pas moi, donc je démissionne maintenant. Parce que je n'arrive plus à agir. C'est ça le mot qu'il voulait dire, en fait. Oui. Mais la tractation qui a été faite à l'intérieur, maintenant, bon, tu fous le camp, tu démissionnes, ou etc. Alors, on le saura bientôt. Si on vous comprend bien, M. Mesfin, au fond, les différents groupes ethniques de votre pays n'ont pas de problème de cohabitation. Pas du tout. Ce sont les politiques qui vous ont divisé. Exactement. Ça, c'est le premier plan qui a été mis en place par le régime de Meles Zenawi. C'est lui l'architecte. Moi, je suis allé au plus loin possible dans l'histoire de l'Éthiopie. J'ai commencé depuis le roi qui s'appelle Caleb, qu'on le surnomme le grand Caleb, au 7e siècle. Non, mais depuis celui-ci, je vais finir. Je vais revenir jusqu'à Mengistu, même s'il y a du sang sur sa main, je dis bien aucun dirigeant de l'histoire de pays, il a mis en cause l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. Le seul qui a mis en place cette politique de division, de cession, il a même cédé une parcelle de territoire de l'Éthiopie au Soudan. Vous vous rendez compte? Là, nous allons fêter dans quelques jours la victoire d'Adwa, pour laquelle des milliers d'Éthiopiens qui sont morts pour l'intégrité de la nation, la liberté des Éthiopiens. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a constitutionnalisé le démembrement de l'État, de l'Éthiopie elle-même. Oui. Chaque ethnie, si elle veut un jour quitter l'Éthiopie, il peut le faire. Il a légitimé ça, vous vous rendez compte? Et ces affrontements qui, depuis 2015, ont fait plus de 940 morts, le chiffre... À un moment donné, ils ont commencé aussi à jouer, c'est-à-dire monter les uns contre les autres, les Oromos contre les Amaras. Ils ont mis, par exemple, un statut, ils ont édifié un statut dans les régions d'Oromo, comme quoi, à l'époque de Ménélique, qu'on décapitait le sang de femmes, Oromo. Et cette statue, elle figure à l'intérieur d'une grande ville. Comme si, par exemple, demain, la nouvelle génération qui arrive, qui vit dans la haine, dans la rejet de l'autre, dans l'exclusion de l'autre. C'est très intéressant ce que vous dites et nous reviendrons justement sur comment ces différents groupes ont cohabité à travers les siècles. On reviendra sur cette réalité-là dans la deuxième partie de notre émission. Si Savané, on comprend effectivement que le fait tribal a été instrumentalisé par les pouvoirs. A été institutionnalisé. Institutionnalisé, dirons-nous, par la minorité dirigeante tigréenne, notamment, qui est une ethnie. Qui représente 6% de la population. Et la question, c'est comment se fait-il que les Éthiopiens ont accepté cela aussi longtemps? Non, il ne faut pas oublier que les Éthiopiens sortaient d'un régime totalitaire. Oui, c'est vrai. Mengistu, le régime de Mengistu a... Qui a pris fin en 91. En termes de dégâts humains, c'est considérable. Quand on parle... Parce qu'il faut faire la distinction entre une dictature et un régime totalitaire. Le régime totalitaire, comme celui qui est en Érythrée, sa caractéristique, c'est l'unité. L'unité dans l'économie, le social. Tout est régi par une idéologie. Donc c'est un pays qui est sorti traumatisé, laminé. Et donc on sait que Meles Zenawi, par sa guérilla, a pris le pouvoir avec l'aide, avec l'assentiment des Américains. Oui. Il est l'architecte du système qui a duré 27 ans, c'est-à-dire plus d'un quart de siècle. Et il a mis en place un système pour favoriser son ethnie. Oui. Cette subdivision du territoire, cette cartographisation de l'administration, faisant que chaque ethnie correspond à un territoire, à un parti, etc. Le but inavoué de cette chose, c'est la prééminence de son ethnie. De son ethnie. Et la question, c'est comment comprendre la résilience des Éthiopiens, en tout cas des autres groupes ethniques, à accepter le fait pendant aussi longtemps. Oui, mais n'oubliez pas qu'avant Mengistu, l'Éthiopie a été longtemps un pays féodal. C'est vrai, c'est vrai aussi. C'est un pays qui a été longtemps féodal où... Donc, ils ont mis du temps à se réveiller, dirons-nous. Parce que quand on vit dans un système féodal, c'est le culte du secret, c'est l'opacité, et les gens sont... C'est la peur de l'autorité. En fait, c'est la peur de l'autorité, et les gens sont écrasés. Voilà, donc il y a ces fondements de la sociologie politique de l'Éthiopie expliquent en partie
en partie la situation actuelle. Il y a quelque chose, mais il faut écrire sur le fait ethnique. La question, elle est générique. Comment une petite minorité qui fait 6% de la population peut-elle aussi efficacement réussir à maintenir les autres dans la domination et à verrouiller le système étatique et institutionnel? Non, mais c'est en fait, moi je dirais d'abord que la circonstance qu'il y ait une minorité des gens qui contrôlent l'État en soi, ce qui choque, c'est l'injustice qui est installée après. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les ethnies à la base, ou les tribus, parce que bon, moi je préfère parler des tribus. Hein, voilà. En fait, les tribus à la base ont toujours cohabité en Afrique. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, les empires que l'Afrique a eu à connaître, ou les royaumes, ça a toujours été des regroupements d'ethnies ou des tribus, parce qu'il y a eu toujours un chef puissant qui a rassemblé les tribus autour d'un gouvernement harmonieux. Alors, le problème, c'est que pour que les tribus soient en harmonie dans un espace géographique, il faut d'abord qu'il y ait la justice. Voilà, il y a déjà ça, parce que quand on prend l'histoire de l'Éthiopie, bon, quand on pense un peu à Ménélique, qui a eu à faire l'Éthiopie un peu moderne, hein, c'est-à-dire que les contours géographiques de l'Éthiopie, sauf l'Érythrée qui est par la suite sortie du giron, on voit bien que c'est toujours par la conquête qu'on arrive à tenir les gens, à les mettre ensemble. Mais après, une fois qu'on met les gens ensemble, il faut leur donner une vision. Il faut que les gens partagent des valeurs ensemble. Après, il faut faire un choix. Est-ce qu'on gouverne les gens en se fondant sur les individus, ou on gouverne les gens en se fondant sur leur groupe tribal ou groupe ethnique? Ça, c'est un choix juridique d'abord. Parce que si on dit que les ethnies sont des sujets de droit, en ce moment-là, on institutionnalise, c'est-à-dire qu'on les considère comme étant porteurs de droits avec tout ce qui va avec comme conséquence. Ça veut dire que s'il y a démocratie, donc le jeu un homme et une voix ne peut plus jouer dans un tel système. Il faut dire une tribu, une voix. Voilà, donc il faut qu'il y ait des modalités d'élection à l'intérieur des tribus. Donc ça exige qu'il y ait un système qui soit pensé en conséquence du statut qu'on veut donner aux tribus. À partir du moment où on dit qu'on entre dans un système dit moderne à l'occidental, où la démocratie c'est un homme, une voix, alors sur quel fondement doit-on traiter des gens par rapport à leur ethnie? C'est ça, c'est-à-dire que ça pose des problèmes aussi bien, je dirais, philosophiques, juridiques, qui, ma foi, semblent être totalement contradictoires quand on voit la pratique de la démocratie telle qu'elle est faite en Éthiopie et comment on confère donc de la personnalité juridique à des tribus. Alors, je trouve que ça n'a aucun sens, déjà, sur le plan, je dirais, philosophique et même juridique. Maintenant, le risque, c'est qu'on crée un État où il y a une superposition des tribus. Voilà, c'est-à-dire que les tribus sont là, individuellement, par le jeu des sentiments, il y a des couples qui se forment, mais à la vérité, il n'y a pas une aspiration à un même avenir politique. Voilà, puisque on considère que l'État est pris en otage par une ethnie. Il n'y a pas de rêve commun. Non, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision commune, il n'y a pas de projet commun, il n'y a pas de valeurs communes. Parce que la Constitution, elle vise à mettre en place des valeurs communes partagées par tous les citoyens. Pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas de... Le fait qu'il y ait juste opposition aux cohabitations entre plusieurs ethnies n'exclut pas qu'il y ait des valeurs transcendantes qui soient portées par l'ensemble de la nation. Mais lorsqu'on pose des valeurs dans une Constitution, la Constitution pose aussi les mécanismes par lesquels on doit atteindre ces valeurs. Et quand on pose ces valeurs et que les mécanismes sont contradictoires pour atteindre ces valeurs, on est devant une escroquerie. C'est de l'escroquerie politique à la Alors, dites-nous très rapidement, monsieur Meff. Pour vous répondre à votre question, pourquoi la population il a laissé faire jusqu'à présent? Juste pour vous dire, c'est que l'opposition, il n'a jamais cessé d'être opposé, à s'opposer au régime. Mais le problème, c'est qu'une bonne partie, ils ont été arrêtés, assassinés, certains forcés à l'exil, et j'en passe. La preuve, c'est qu'en 2005, il y a une élection. Une élection, soi-disant, démocratique. Pour vous, elle ne l'était pas? L'opposition a gagné. L'opposition a gagné avec une victoire écrasante. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils ont tout arrêté. Tous les opposants, ils ont été emprisonnés. Avec la médiation des États-Unis, etc., il y a eu un compromis qui a été fait, on les libère, qu'ils s'exilent, qu'ils quittent leur patrie. Vous vous rendez compte? On les libère, mais qu'ils n'avaient plus leur pied, le pays. Ils ont accepté son parti. Depuis, il y a eu des mouvements de l'opposition qui continuent encore. Mais le problème, qu'est-ce qu'il vient de dire lui? Le système qui est basé sur l'étatisation par ethnie, la première chose qu'ils ont fait,
ils ont démobilisé l'armée régulière qui était. Ils ont formé une armée passé de 450 000 à 120 000, à 110 000 soldats. Sous la base ethnique, les critères ethniques. Donc, sous leurs ordres, sous leur gestion. La deuxième chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire cette séparation législative, judiciaire, exécutive, elle est contrôlée par le seul ethnique, c'est-à-dire à la tête de celle-ci, il n'y a que eux. Du coup, si vous voulez, si vous contestez, si vous manifestez au plan administratif, au plan dans les affaires, quoi qu'il soit... Du coup, vous saluez aujourd'hui ces manifestations qui ont conduit à la démission du Premier ministre. Vous dites aujourd'hui votre satisfaction. Non, on n'est pas satisfait encore. Moi, la seule chose qui me satisfera un jour, cette constitution qui a été instaurée à la va-vite, qui mène en danger l'Éthiopie et tout le peuple éthiopien. Je n'exclus personne, que ce soit les Tigréens, que ce soit les Oromos, les Armes, peu importe. Avant tout, nous sommes des Éthiopiens. Moi, je vais juste le dire aux Tigréens aussi, qui pensent maintenant qu'ils sont rejetés, exclus par la société, par le reste de la population. C'est faux. Le seul ennemi commun qu'on a, nous, c'est Weyane. Et ceux qui ont mis cette politique, cette idéologie de division, de haine, d'exclusion et de privilégier certaines catégories de la société, cette constitution qu'il faudra le bannir. Et refaire une autre constitution avec concertation de la population, avec des études, avec des intellectuels qui se trouvent à l'étranger, avec ceux qui ont fait de droit, ceux qui ont fait des économies, etc., que ça prend 2 ans, 3 ans, peu importe. Nous reviendrons. Le bannir. La question maintenant est de savoir quelle est la nature des plaies laissées par ces divisions et ces affrontements entre les différents groupes ethniques. Est-ce qu'aujourd'hui les conditions... La tentation, elle était là, la tentation de nous diviser. Vous avez un exemple. D'accord, allez-y. C'est qu'il faut craindre, et c'est ça souvent le risque dans lequel on entre, une fois qu'on est dans un système tribal et institutionnalisé. C'est que souvent les revendications sont des revendications portées souvent par des leaders tribaux aussi. Voilà, parce que comme on est dans un pays où le fait tribal est institutionnalisé, on considère qu'il y a une minorité de la tribu X qui détient tous les systèmes en Libye, par exemple. Bon, mais c'est quand même particulier parce que pour chaque fois qu'il y aurait une revendication, on ne va pas dire, par exemple, que c'est des jeunes qui revendiquent plus de liberté. On va dire que c'est telle tribu qui est en train de vouloir prendre le pouvoir à telle autre tribu. Donc ça fait que ça crée une solidarité quasi animale qui est vraiment de l'ordre tribal. C'est-à-dire que le petit villageois qui est à X village, on va lui dire, écoute, toi tu es tigréen, il y a des Amaras qui veulent nous prendre le pouvoir, il faut se mobiliser comme ça. Alors que lui, tout ce que les jeunes veulent, c'est qu'il y ait plus de liberté, plus de démocratie et plus d'emploi. En fait, c'est ça, c'est une question d'abord de justice sociale. Parce que quand il y a la justice, personne ne va penser à l'équilibre. Une question qui nous replonge au cœur de la cohabitation entre les différentes communautés ethniques. Mais je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission qui nous permettra d'approfondir justement les rapports entre les différents groupes ethniques et le pouvoir politique en Éthiopie. À tout de suite.